Djinan ouvrait ses portes, un premier anniversaire dans un contexte d'épidémie de coronavirus, aucune festivité sur ordre du khalife général des Mourides. Dans le Fouta, la crue du fleuve hante le sommeil des populations. Les eaux fluviales commencent à prendre une bonne partie des récoltes. Plusieurs villages sont également menacés. Après plusieurs mois de restrictions, les détenus pourront désormais recevoir des visites à compter du 1er octobre prochain, mais pas tous. On en parle dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue, bonsoir à tous. « 27 septembre 2020, un an déjà que la mosquée Massalikul Jinan recevait ses premiers fidèles pour la prière du vendredi coïncidant avec son inauguration. Cette année, en raison de l'épidémie du coronavirus, toutes les festivités marquant l'anniversaire du lieu de culte sont annulées sur ordre du khalife général des Mourides. Les fidèles qui se sont pliés au ndigal ont juste procédé au nettoyage des alentours de la grande mosquée. Je vous propose d'écouter ces réactions recueillis par Aminata Mbaré Sow et Diafaraba. Pour respecter le ndigal du khalife général des Mourides, aucune manifestation n'a été prévue pour l'an 1 de l'inauguration de la grande mosquée Massalikul Jinan. Il s'agissait juste d'un nettoiement des artères et des alentours de la grande mosquée, comme recommandé par le Saint-Homme de Touba. Toutes les autres manifestations, comme les safars au niveau des quartiers, le khalife a demandé à ce que toutes ces festivités soient annulées. Tout cela est dicté par le contexte. Dans le Fouta, la crue du fleuve hante le sommeil des populations de Aram, Ngui et Demet. Les eaux fluviales commencent à prendre une bonne partie des récoltes et certains villages également sont menacés. La traversée, quant à elle, est devenue un véritable parcours du combattant dans ces zones. Ousseynou Diop et Habib Sek. Causés par les fortes pluies notées dans le Fouta inquiètent les populations de l'île Amorphile. Dans le village de Ngui, les producteurs sonnent l'alerte. Ce matin, on a constaté au nord aussi du périmètre qu'il y a une autre inondation qui se dessine. De ce fait que vraiment, actuellement, notre problématique majeure par rapport à cette campagne, ce sont les eaux de crue et les eaux pluviales vraiment qui risquent d'inonder ce périmètre-là. La crue s'accélère dans ces villages de la région nord. À Aram, par exemple, la montée des eaux du fleuve perturbe la traversée et l'activité des populations. Près de 25 000 âmes. Aram seulement 5 000 âmes. Il y a d'autres 6 villages qui sont derrière, qui font des traversées, surtout le samedi, à cause du marché hebdomadaire de Medina Ndiagbé. Voilà. C'est ce pont, vraiment, c'est économique pour nous. Et ça sécurise aussi cette zone. Voilà. Sans ce pont, on vit surtout dans des risques terribles, chaque jour. Les populations de l'île Amorphile saluent les réalisations du gouvernement dans le Fouta. Toutefois, elles ont aujourd'hui tendu la main au gouvernement du Sénégal pour qu'il apporte des solutions définitives à ce problème. Aujourd'hui, à l'époque, quand vous venez dans le périmètre de Pété, il y a pas mal de difficultés pour accéder dans le périmètre de Pété. Mais aujourd'hui, avec ce goudron-là, on accède facilement. Parce que si on produit et on ne peut pas écouler ou bien on ne peut pas faire sortir le produit, ça pose problème. Mais actuellement, par rapport à la route, par rapport aussi au pont, nous voyons que vraiment c'est... Des milliers d'hectares de riz sont emblavés dans le Fouta, mais les populations risquent de perdre leurs récoltes et des villages à cause de la crue du fleuve. La montée des eaux... Ousseynou Diop, évacuer son malade n'est pas du tout chose aisée dans la commune de Niani-Toukoulor. Dans cette localité, ce sont des charrettes motos qui font office d'ambulance sur des pistes quasi impraticables. Puis encore, le poste de santé de Touba Belel ne dispose même pas de maternité. Et pourtant, l'infrastructure polarise pas moins de 15 villages. Moussa Omar Gueye. Dans la commune de Niani-Toukoulor est située à 130 km de la commune de Tambacounda. Ici, l'absence d'une ambulance et d'une route praticable en période d'hivernage constitue une préoccupation phare pour les communautés. L'infirmier chef de poste de Touba Belel sonne l'alerte. Polarise 15 villages
Et dans toute la commune, presque c'est la moitié de la population de la commune se trouve dans ces 15 villages. Donc des fois, quand il y a une évacuation, on a de la peine à évacuer le malade. On lance encore un appel associé aux appels de la mairie, de la population, pour qu'on puisse au moins avoir une route praticable, parce que cela peut contribuer non seulement au développement de la localité, mais aussi à l'état sanitaire de la population. En grande partie, durant cette période-là, le paludisme est là, les maladies diarrhéiques sont là, et en même temps aussi les maladies, les IRA. Maintenant, l'infection respiratoire aiguë. Le sous-préfet de l'arrondissement de Maka-Koulibantang, Mbacké Thiam, rassure, des solutions sont en vue à travers la seconde phase du programme d'urgence de développement communautaire PUDC. Puisque ça réalise, c'est dans la commune de Maka-Koulibantang. C'est une réalisation qui a été faite par le PUMA au niveau de cette frontière-là avec la Gambie. C'est cela que nous souhaitons également pour la commune de Niani-Tukulor, rassurer les populations, aussi bien le PUMA ou le PUDC. C'est prévu, je pense qu'ils vont venir également pour réaliser d'autres projets dans la zone. Toutefois, le maire de la commune de Niani-Tukulor, Seydouba, et le conseil municipal ont fini de réaliser une salle d'observation, une salle d'attente et un logement pour la sage-femme et l'infirmier chef de poste. Une véritable opportunité pour ériger la case en un poste de santé dépendant du district sanitaire de Maka-Koulibantang. À présent, la situation épidémiologique du coronavirus. Le Sénégal déplore 2 décès de plus liés à la maladie survenue samedi. Ce dimanche, sur 1295 tests réalisés, 40 sont revenus positifs. Il s'agit d'un cas importé, 10 cas contacts, 29 cas issus de la transmission communautaire. 83 patients sont déclarés guéris et 13 malades sont dans les services de réanimation. L'administration pénitentiaire informe l'opinion publique de la reprise des visites aux détenus à compter du 1er octobre 2020. Décision qui fait suite à la tendance baissière des cas de contamination à la Covid-19 constatée sur l'ensemble du territoire. Chaque détenu pourra bénéficier d'une visite par 15 jours. Les visites sont autorisées du lundi au vendredi. Les jours de visite sont laissés à l'appréciation des directeurs d'établissements pénitentiaires. Toutefois, les détenus séjournant en zone de transit et de quarantaine à la maison d'arrêt de correction du Cap Manuel et dans les lieux de quarantaine au sein des autres établissements pénitentiaires ne sont pas concernés par les visites durant le temps de leur isolement. Cette année, la maison d'arrêt et de correction de Louga a exploité 10 hectares pour cultiver l'arachide, mais aussi l'haricot. Des travaux sur ce champ sont assurés par des détenus qui ont été sélectionnés par la direction de la prison de Louga. C'est dans le cadre de son programme de préparation à la réinsertion sociale des détenus. Objectif, permettre aux prisonniers de s'occuper, mais également de gagner de l'argent et de pouvoir investir une fois élargi de prison. Tchernofal. De 10 hectares travaillent des pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Louga. Ces derniers ont été choisis par la direction de l'établissement pénitentiaire dans le cadre de son programme de préparation à la réinsertion sociale des détenus. Parce qu'il s'agit d'une activité de préparation à la réinsertion sociale des détenus. Donc lorsqu'on a mis à notre disposition ce champ, donc nous avons voulu l'exploiter juste pour permettre aux détenus de s'occuper, mais également de lutter contre l'oisiveté à l'intérieur des établissements pénitentiaires. Ce champ va également permettre aux détenus de s'occuper, mais aussi de gagner une somme d'argent qu'ils pourront investir une fois sortis de prison. On lui permet de s'occuper. Comme on dit, le travail, ça permet de libérer l'esprit de l'individu. En plus de cela, on pourra lui permettre d'avoir un pécule pour qu'à sa sortie, qu'il puisse avoir quelque chose comme gain pour pouvoir investir dans d'autres secteurs. Les ventes qui seront issues de ces récoltes seront réparties en tout cas de façon suivante. Donc après le coût des matières premières, donc on sera obligé de prendre 80% qui seront destinés aux détenus et 20% reviennent à l'amortissement du matériel. L'agriculture occupe aujourd'hui une place importante dans le programme de réinsertion sociale des détenus mis en place par l'inspection régionale de l'administration pénitentiaire de la zone nord. Et je pense qu'aujourd'hui, pour relever les défis en matière de sécurité alimentaire,
on peut vraiment faire de la prison le fer de lance de cette politique. Et je pense que c'est tout à fait possible. Donc il revient à l'État de nous appuyer en matériel agricole, vraiment de nous appuyer également auprès des collectivités locales pour disposer de terres. Parce que vraiment, la zone nord offre une opportunité. Une dizaine de détenus travaillent régulièrement sur cette exploitation de 10 hectares. Mais ce matin, pour les besoins de la première récolte du niébé, 20 autres prisonniers ont rejoint le groupe. Tchernofal, à présent, nous parlons de la filière banane avec ce contrat d'agrégation privée dans le cadre du projet Amélioration de la productivité et de la compétitivité de l'offre banane. Objectif, combler le gap noté dans la filière avec un volume d'exportation estimé à plus de 6 milliards de francs CFA. 5250 exploitants de la région de Tambacounda vont bénéficier de ce contrat. La signature de la convention a eu lieu à Dakar entre l'État du Sénégal et la société d'agrégation ID Bio SA. Le compte rendu est signé Ibou Diouf. La filière banane constitue une source potentielle de croissance de l'économie. Malgré tout, le gap à combler est encore énorme. Le volume des exportations est estimé à plus de 50% de la consommation pour une enveloppe de 6 milliards de francs CFA. Ça veut dire que vraiment il y a des marges en tout cas à combler et rééquilibrer donc la balance commerciale et permettre également au Sénégal non seulement de rééquilibrer mais vraiment de porter la balance de façon positive pour aller vers l'exportation de la banane vers les pays européens. Le chef de l'État a déjà lancé le signal pour demander au secteur privé vraiment de soutenir l'agriculture et d'investir dans l'agriculture. Donc pour nous c'est une forme de collaboration, de partenariat, mais également de développer les projets d'affaires que nous avons dans l'agriculture. Le projet pour l'amélioration de la productivité et de la compétitivité de l'offre banane est lancé avec un accent particulier sur la banane bio. Bio également parce que bon, lorsqu'il va falloir aller à l'exportation, il va falloir respecter un certain nombre de normes et standards internationaux, et essentiellement donc la production biologique, mais également le commerce équitable et d'autres référentiels sur lesquels il faudrait donc pouvoir respecter pour permettre à ce que ces produits agricoles puissent rentrer sur le territoire des pays européens. Pour mieux soutenir les producteurs, 23 groupements de la région de Tambacounda, regroupant ainsi 5250 exploitants, vont bénéficier de cet accompagnement. Pour agréger un certain nombre d'acteurs, d'abord les petits producteurs, pour leur permettre d'accéder au financement, de pouvoir bénéficier des ressources requises pour pouvoir satisfaire leurs besoins en intrants, en fonds de roulement, mais également disposer des investissements qu'il faut. Comme vous le savez, pour la banane, il faudrait investir de façon lourde. L'objectif visé est que tout Sénégalais, qu'importe sa bourse, puisse consommer de la banane, ensuite permettre l'autosuffisance et l'exportation, et enfin générer le maximum d'emplois, qui mobilise déjà plus de 16 000 jeunes. Ibou Diouf, la Sénélec en croisade contre les branchements clandestins à travers un programme de sécurisation des installations électriques. Son directeur général appelle les commerçants et les usagers de façon générale à la responsabilité. Pape Demba Bitèye était au marché central de Kaolack, une visite qui intervient près de 2 mois après l'incendie qui a ravagé une bonne partie de ce lieu de commerce. Nous l'écoutons, il est interrogé par Ibrahim Diamé. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de faire son propre branchement. Pour faire le branchement, il faut accepter que les installations puissent être vérifiées par Sénélec. Et je m'en réjouis pour vous annoncer que bientôt, le COSIEL va lancer ses activités. Le COSIEL, c'est l'organisme mis en place par l'État pour vérifier tout ce qui est installation intérieure, faire la réception avant que l'opérateur qui est Sénélec puisse apporter l'électricité. Ça devrait nous permettre de franchir un pas qualitatif vers la sécurisation des installations électriques. En tout cas, ne vous branchez pas si quelqu'un ne tirez pas un fil pour aller vous alimenter. C'est dangereux, ça peut amener des accidents. On ne s'en rend compte malheureusement que lorsque les dégâts sont subis. C'est pourquoi je lance un appel à l'ensemble des populations de Kaolack. Même si vous n'avez pas encore l'électricité, attendez ou bien prenez un bon électricien qui va vous faire des installations aux normes, parce que l'électricité et l'anarchie ne font pas bon ménage. Chaque fois qu'il y a des trucs, il faut les éviter, prendre les dispositions pour avoir des installations conformes et disposer de l'électricité en toute sécurité.
Et nous reparlons de l'agression de la parlementaire Mame Diarra Fam. Hélène Tine, Amsatou Sow Sidibé et compagnie demandent à l'Assemblée nationale d'ester en justice contre les agresseurs. Elle fustige l'attitude du maire de Guinaw Rail Nord qui, selon elle, a utilisé une personne vivant avec un handicap pour solder ses comptes avec la députée de la diaspora. Hélène Tine porte leur parole au micro TFM d'Habib Faye. Celui qui a en tout cas, qui est derrière cette agression, a malheureusement utilisé un citoyen handicapé. C'est ça la lâcheté dans cet acte-là. Utiliser un handicapé pour des basses besognes sur une femme. Nous sommes venus condamner aussi une violence faite aux femmes sénégalaises. Aujourd'hui, à travers Mame Diarra, c'est toutes les femmes sénégalaises qui sont agressées. Toutes les femmes sénégalaises qui sont tous les jours sur le terrain en train d'assister leurs familles, leur population sur les situations de crise. Du tourisme en déplacement au Cap. Nous l'écoutons au micro TFM de Lamine Mandian. Les travaux d'ouverture des corridors d'accès à la plage de la baie de Cap Skirring, qui, comme vous le savez, est une très vieille doléance des populations. Depuis plus de 20 ans, demander l'ouverture de ces corridors. Ces choses faites aujourd'hui avec l'ouverture de ces premiers 7 points, d'autres vont suivre. C'est également une exigence de la protection civile qui demandait depuis très longtemps cette ouverture pour que les services d'assistance et de secours puissent, en cas de sinistre, accéder également à la plage pour apporter les services de soutien. Nous restons dans le sud du pays avec la commune de Diembéring dans le département de Oussouye qui va disposer d'un centre de formation d'insertion des jeunes, une initiative de l'association franco-sénégalaise Niofar. Le but recherché est la réinsertion sociale. L'ANOMO compte accompagner ce projet. Une journée de présentation de la plateforme a été organisée. Suivons les réactions de Sabrina Penaud et d'Elhadj Maodo Malick Mbaye, le directeur général de l'ANOMO. Très concrètement sur l'écolieu avec des formations de 3 semaines à peu près. Ça va dépendre des formations. Et après, en fait, on tient absolument à faire un suivi quantitatif, qualitatif et d'accompagnement à l'entrepreneuriat si certains veulent se lancer à leur compte. Donc là, il va y avoir une formation pratique et un accompagnement, un suivi sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour vraiment les accompagner dans la durée et qu'il y ait des sorties positives, puisque de toute façon, Niofar a une volonté et un devoir de rendre des comptes aussi à ses partenaires. Ce qui nous link, c'est que, in fine, ce qui est recherché, le but recherché, c'est l'insertion durable. Et c'est ça notre créneau, notre cœur de métier. C'est la raison pour laquelle, dans un partenariat PPI, c'est-à-dire public-privé, nous allons vers l'accompagnement. D'abord, une mission de l'ANOMO qui sera dirigée par le directeur des opérations sera à Diembéring très prochainement avec Niofar pour voir d'abord l'état des lieux, voir comment les accompagner, mais comment également porter le plaidoyer auprès des institutions de financement et d'appui à l'insertion. Dans l'actualité internationale, au Mali, c'est officiel. Mokhtar Ouane, 64 ans, est nommé Premier ministre de la Transition, ancien ambassadeur de 1995 à 2002 et ministre des Affaires étrangères malien de 2004 à 2009. Il était jusque-là délégué général à la paix et à la sécurité à la commission de l'UEMOA. La liste de son gouvernement est attendue au plus tard le mardi 29 septembre 2020. Voilà qui met un terme à cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes en compagnie de la TFM.